Bonjour à tous. Dans quelques jours, pour beaucoup d'entre nous, les grandes vacances d'été vont débuter. Une période synonyme de soleil, de repos, mais aussi une période trop souvent entachée par les abandons d'animaux. Chiens, chats, tous les animaux de compagnie sont concernés. Rien qu'en France, chaque année, plus de 100 000 d'entre eux sont abandonnés. Ce qui fait de la France la détentrice de ce triste record comparé aux autres pays européens. Si les prétextes pour abandonner son animal peuvent être nombreux, problèmes financiers, déménagement, naissance d'un enfant, aucun ne justifie cette cruauté. La bonne nouvelle, c'est que de manière générale, la société est de plus en plus consciente de sa responsabilité envers les animaux de compagnie et de l'engagement que suppose une telle cohabitation. Une prise de conscience obtenue après des années et des années de combat de tous ceux qui ont fait de la protection animale le combat d'une vie. Parce qu'abandonner un animal, c'est abandonner une vie. Et ce n'est pas mon invité qui va nous dire le contraire. Docteur Estelle Prié, bonjour. Bonjour. Vous êtes vétérinaire et vous êtes la responsable de la commission protection animale à l'Ordre des vétérinaires. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le disais en préambule, l'année dernière, 100 000 animaux ont été abandonnés, ce qui fait 11 animaux par heure. Ça me semble considérable. Vous confirmez ce chiffre ? Alors, non seulement je confirme ce chiffre, mais il y a une forte suspicion qu'il soit sous-estimé. Les associations de protection animale, lors du rapport du député d'Ombreval, allaient jusqu'à des tendances de 250 000. Ah oui. Mais c'est considérable. Est-ce qu'il y a un profil type des personnes qui abandonnent ? Est-ce que c'est toujours plus ou moins la même période ? On pense aux vacances d'été, avant les vacances. On arrive à définir exactement qui a ce type de comportement ou c'est tout un chacun ? Alors, c'est intéressant comme question parce que ça vient d'être expertisé, on va dire, ou en tout cas étudié dans une thèse vétérinaire pour ce qui était des motifs d'abandon. Et donc, c'est une thèse qui a étudié les motifs d'abandon et du côté du profil du propriétaire et du côté du profil de l'animal. Et en l'occurrence, dans les critères et les motivations d'abandon, ressortent essentiellement des motifs liés à ceux qui abandonnent. Et donc, effectivement, tout ce qui est lié à leur vie personnelle. Et donc, le premier qui ressort, c'est le manque de temps. Donc, c'est quand même quelque chose qui peut s'anticiper. Oui, Et après, est-ce que vous iriez dire qu'on aurait presque besoin, il faudrait presque avoir un permis d'adoption ? Est-ce qu'il faudrait presque, alors peut-être pas l'appeler comme ça, mais est-ce qu'il faudrait presque instaurer, former les gens qui veulent adopter plutôt que sur un coup de tête leur permettre de prendre la main sur un chien, un chat, autorité sur ce genre d'animaux, vous pensez ? alors, il y a eu beaucoup de débats à ce sujet, puisque dans le cadre de la préparation de la loi contre la maltraitance et le renforcement du lien homme-animal, qui a été votée en novembre 2021, le sujet du permis de détention a été évoqué. Et ce n'est pas un choix qui a été retenu par les élus. Par contre, a été mis en place la notion de certificat d'engagement avec un minimum de formation. Mais par contre, nous sommes toujours dans l'attente des décrets d'application. Donc pour l'instant, concrètement, ce n'est pas en pratique, mais le principe était que le futur adoptant devait présenter à celui qui lui cédait un animal un document qui prouvait qu'il avait au moins pris connaissance de quelques notions minimum liées à la détention d'un animal. J'imagine que du côté de ceux des refuges, des associations, comme la SPA ou autres, qui conservent et qui détiennent justement les animaux abandonnés, eux aussi, ils étaient contre ce permis ou ce certificat d'adoptant, j'imagine, parce que si on met un permis, forcément, les adoptions, elles vont être réduites de moitié au minimum. Qu'est-ce qui est sorti de leur point de vue, comment ils ont réagi ? Alors, de ce que j'ai pu percevoir, puisque je ne suis pas dans la tête des personnes dans les associations de protection animale, mais en tout cas de ce qui sortait des débats, euh, beaucoup étaient favorables à ce permis de détention. Mais l'aspect pratique, la validité d'un permis n'existe que s'il y a un contrôle. Oui. Et à partir du moment où on ne peut pas contrôler la validité, l'existence de ce permis,
ça n'a pas beaucoup de valeur. Ouais. Là, en ce moment, on est en train de vivre à quelques milliers, centaines, voire milliers de kilomètres de notre pays, un drame, une guerre, hein, la guerre en Ukraine. Et alors, on parle des catastrophes et des horreurs que vivent les populations ukrainiennes. On ne parle pas beaucoup de ce que vivent les animaux de compagnie. On imagine très bien que les Ukrainiens ont aussi des chiens, des chats. Et je crois que vous accompagnez un mouvement qui s'appelle Solidarité Ukraine. C'est bien ça? Pourriez nous en donner nous dire deux, trois mots là-dessus? Oui, tout à fait, tout à fait. Ben, évidemment, les Ukrainiens, comme tous les Européens, ont beaucoup d'animaux de compagnie. Et on a pu voir sur les images que beaucoup sont partis avec leurs animaux de compagnie, ont traversé l'Europe avec leurs Il y en a animaux de même compagnie. certains qui sont restés chez eux pour s'occuper de leurs animaux, au risque de perdre la vie Exactement. sous les bombardements, hein. On a vu effectivement aussi beaucoup de gens rester pour s'occuper dans les refuges. Il y a eu des évacuations d'animaux dans les refuges. Il y a beaucoup de chiens errants aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue, je suis vétérinaire, donc d'un point de vue santé publique, la première problématique, enfin en tout cas qui s'est posée du niveau santé publique, c'était le fait qu'en Ukraine, il y a encore de la rage. Et donc ce n'est pas un pays indemne. Et donc normalement, pour importer un animal de ce pays, eh bien, il y a des règles sanitaires. Et en fait, les 27 pays européens ont mis en place une dérogation extraordinaire en laissant les gens rentrer avec leurs animaux. Et donc, c'est dans ce sens-là que le dispositif Solidarité vétérinaire Ukraine a été mis en place pour faciliter et encourager les personnes qui arrivaient à aller chez un vétérinaire tout de suite pour que l'animal soit identifié, si ça n'était pas le cas, avec une puce électronique, et mis sous surveillance dans le sens où on demande au propriétaire de venir montrer son animal régulièrement pour s'assurer qu'il ne développe pas de symptômes de rage. Donc, vous D'accord. imaginez bien que toutes ces choses-là ont un prix. Ouais. Et en l'occurrence, le dispositif mis en place fait intervenir donc la Fédération vétérinaire pour tous, qui est une association de vétérinaires solidaires, et la Fondation Brigitte Bardot, et à eux trois, puisqu'il y a aussi le vétérinaire praticien adhérent qui contribue à cette prise en charge, prennent en charge l'intégralité des frais. Donc ça ne coûte rien du tout aux personnes qui viennent consulter chez un vétérinaire adhérent, un vétérinaire pour tous. Docteur, on va revenir en France. Quel regard portez-vous sur les associations type L214 ou l'association Libération Animale? Je disais en préambule, c'est un peu grâce à ces associations qu'on a pu comprendre, voir et découvrir la cruauté parfois dans certains abattoirs et ce qui pouvait aller à l'encontre du bien-être et de la protection animale. Vous êtes pour ce genre d'opération coup de poing, ce genre d'opération choc, ou vous trouvez que ça dessert la cause? Alors, je ne peux pas être pour quelque chose qui est violent. Et autant je conçois la notion de lanceur d'alerte, autant je ne conçois pas la notion de stigmatisation des personnes. Et autant effectivement, on peut effectivement reconnaître à ces associations qu'elles ont mis en évidence des pratiques ou en tout cas des exceptions de pratiques, parce que je tiens quand même à souligner le travail qui est fait dans les abattoirs, qui ont fait une progression extraordinaire en quelques années, qui se sont modernisés, qui ont mis en place des référents bien-être animal au sein de leurs abattoirs. Il y a eu beaucoup d'évolutions, la mise en place de la vidéosurveillance, donc des gens qui acceptent d'être filmés tout le temps pour qu'on s'assure qu'ils font leur travail correctement. Beaucoup de progrès aussi dans l'aménagement de l'arrivée des animaux pour diminuer le stress. On ne peut pas réduire le travail en abattoir aux images qui sont montrées. Par contre, effectivement, les plus ardents défenseurs des bêtes d'abattoir, et je pense en particulier à l'OABA, qui est une association qui est connue de longue date et qui œuvre depuis longtemps au bien-être des animaux en abattoir, reconnaît elle-même que les choses ont accéléré. Effectivement, les mouvements ont été accélérés dans cette prise de conscience. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe quand on parle de protection animale ou de bien-être animal pour des animaux qui sont de toute façon destinés à la consommation, donc à l'abattage? Alors, c'est pas parce qu'on va être abattu qu'on doit être maltraité.
Et on peut Enfin, leur remonter finalité, elle est à la connue quand même. à la bien sûr, bien sûr. Après, tout dépend de la forme et la discussion, elle vient de plus loin. C'est est-ce qu'on continue à tuer des animaux pour manger? Oui. Donc, à partir du moment où, aujourd'hui, en l'état actuel des choses, la grande majorité de nos concitoyens restent carnivores, hein, même si certains deviennent flexitariens, il faut quand même pas oublier que le steak qu'on a dans l'assiette, c'est un animal qui a été abattu, qui a été contrôlé pour s'assurer que la qualité sanitaire de ce qu'on allait manger était de bonne qualité, mais ça passe forcément par la mise à mort, c'est incontournable. Donc, on peut parler de bien-être, c'est difficile effectivement, je le conçois, de parler de bien-être animal en abattoir. Par contre, on peut parler de qualité d'accueil, on peut parler de prise en compte du stress ou de détresse, de prise en compte de la douleur. Et ça, les gens qui travaillent en abattoir sont conscients de la notion de calme qui est nécessaire à tout ce qui est débarquement, accueil des animaux pour que ça dure le moins longtemps possible. Il y a des travaux qui ont été faits sur l'éclairage, sur le bruit. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je ne suis pas une militante de quoi que ce soit, hein. Je ne revendique aucun courant. Je pense que c'est un débat qui doit avoir lieu. On est dans une phase de transition avec des lanceurs d'alerte, avec des gens qui réfléchissent, avec une évolution qui se fait naturellement. La consommation de viande a baissé en France. Ça ne veut peut-être pas dire qu'elle va disparaître. Et puis, il y a aussi des alternatives qui commencent à se mettre en place, en particulier les abattoirs mobiles, qui ont eu un peu de mal à s'installer, mais certains fonctionnent, hein, donc avec l'abattoir qui se déplace à la ferme et pas la ferme qui vient à l'abattoir. Là, j'extrapole un peu les actions de L214 ou l'autre association que j'ai citée tout à l'heure. On les a connues grâce à ce qu'ils ont répandu sur les réseaux sociaux, à leur compte, à leur page dédiée Facebook, Instagram et tout. Mais les réseaux sociaux, on a aussi vu certaines personnes s'amuser à faire des concours de jeter son châle plus loin. On a vu dernièrement un joueur de foot qui a été condamné pour maltraitance. Les réseaux sociaux, vous le vivez comment, vous, de votre point de vue de professionnel et justement en tant que responsable de la protection animale, c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Alors, on va commencer par ce qui est bien, c'est qu'effectivement, l'information diffuse rapidement. Tout ce que vous avez évoqué sur la connaissance des choses et sur la révélation de choses qui sont anormales, effectivement, les réseaux sociaux ont accéléré toutes les prises de conscience, mais avec toutes les limites que comportent les réseaux sociaux, c'est-à-dire la, la difficile possibilité de vérifier les informations, de savoir si elles sont sincères, objectives, et puis les sources. Oui. Donc, Oui, on en revient à la même on chose se pour tout le retrouve monde, dans un quel que débat soit qui ne le concerne domaine. pas que Oui. ça, hein. Exactement. Donc, tout va vite, tout est préjugé via les réseaux sociaux. Et avant même que des explications puissent avoir lieu, la décision et l'image est faite, hein. Donc, Alors en parlant des réseaux sociaux, il y a 2-3 semaines, je crois, une vidéo qui a été tournée au Kansas a été diffusée sur les réseaux sociaux. On va la voir, je pense, à l'image. Et tout le monde a pris conscience que l'environnement, enfin le changement climatique pouvait avoir une conséquence catastrophique sur des animaux. Ce qu'on voit là, ce sont à peu près 10 000 vaches qui sont mortes de chaleur, c'est ça qu'on peut dire tout simplement, au Kansas. Le plus grand danger pour les animaux à court, moyen terme, c'est pas ça, le dérèglement climatique? alors, je ne dirais pas que c'est le dérèglement climatique le plus grand danger. Je dirais que c'est la non prise en compte de l'humanité du dérèglement climatique, parce qu'on va tous subir les mêmes répercussions. Donc, Mais quand je vous pose cette question, un animal, effectivement, enfin nous on peut se protéger, on a de l'air, des climatisations, de l'eau, donc à plus long terme ça nous arrivera aussi, mais on a encore un peu de délai, j'espère. Les animaux, ils subissent de plein fouet tout de suite. ah ben, à partir du moment où effectivement ils sont domestiques et donc ils sont sous notre influence, nous avons cette responsabilité de s'assurer qu'effectivement ils puissent vivre dans des conditions correctes avec les mêmes comment dire, préoccupations que pour les nôtres. J'ai été interviewée 10 000 fois la semaine dernière sur les risques de la canicule sur nos animaux domestiques.
domestiques, c'est exactement les mêmes que nous, hein. On parle de déshydratation, on parle d'hyperthermie. Bon, nous, on a la clim, eux, ils se mettent à l'ombre quand il y a de la chance d'avoir de l'ombre. Les images que vous me montrez, ce sont les feedlots américains, où vous avez effectivement des étendues infinies de plaines avec des animaux entassés les uns sur les autres, avec aucune ombre, et une surdensité d'animaux qui fait que de toute façon, ils n'ont aucun moyen d'échapper à cette mort par déshydratation. Enfin, c'est horrible. Donc en France, on a encore la chance d'avoir des bocages et des haies. Certaines vaches ont la chance de pouvoir se mettre à l'abri. Mais en l'occurrence, certains ont même choisi de les garder à l'étable pendant cette canicule et de les arroser. Évidemment, la question se pose aussi des productions industrielles, des animaux élevés à l'intérieur de bâtiments, où là, ils sont sous comment dire, une dépendance totale de l'intérêt qu'on va leur porter et les conditions qu'on va mettre dans leur milieu de vie. Donc effectivement, plus la température va augmenter, plus il va y avoir une influence et des conséquences sur la façon dont on va les traiter. Alors là, on le voit parce que bon, une vache ou un bœuf, c'est quand même très visible, mais j'imagine que ça a eu aussi des conséquences catastrophiques sur certaines espèces beaucoup plus petites, beaucoup plus fragiles, et dont on n'a pas conscience. Oui, tout à fait. Hein, je ne sais pas si c'est un chiffre connu, mais 40% des insectes ont disparu. Et en particulier, les abeilles sont en danger majeur. Alors c'est vrai, ça peut faire sourire parfois, on se dit les abeilles sont en danger, mais il faut bien réfléchir au rôle des insectes. C'est le début de la chaîne alimentaire. Et si on coupe la base de la chaîne alimentaire, à un moment, les derniers n'auront rien à manger non plus. Donc vous avez cet aspect-là, et puis vous avez aussi tout l'aspect végétal qui fait que sans insectes pollinisateurs, eh bien, pour le développement des végétaux, il n'y a plus de fruits. Enfin, il faut bien comprendre ça sous un aspect écosystémique. Et ça, en tant que vétérinaire, c'est des notions qu'on a tout le temps, hein, dès l'enseignement, puisque on a des animaux qui sont dans un environnement et on tient toujours compte des impacts sur le milieu et des impacts sur les hommes. On en a parlé avec la zoonose tout à l'heure. Donc voilà, c'est une approche One Health, c'est très à la mode de dire ça maintenant, ça devient presque bateau. Mais c'était à le répéter, c'est une seule planète hein, et un seul écosystème. Hein. Absolument. Justement, c'est bien que vous me parliez d'une seule planète et d'un seul écosystème, parce que là, je vais vous emmener au Togo, où nous allons aller à la rencontre d'un vétérinaire qui, alors, il fait comme vous, c'est un amoureux des animaux, il prend soin des animaux, mais peut-être que ce n'est pas vraiment le même métier, enfin, du moins la même pratique. On regarde et vous me direz ce que vous en pensez. Ces chiots, Dr Nikabou les connaît comme le fond de sa poche. 1 ou 2 fois par semaine, il les visite pour s'assurer de leur croissance. Aujourd'hui, pas d'éjection ni de prescription, juste quelques conseils aux propriétaires. Il faut qu'ils mangent bien, il faut les protéger contre les différentes parasitoses, que ce soit des parasitoses internes ou bien externes. Voilà, et puis bon, les conseils pour les vaccinations, pour qu'il n'y ait pas de maladies subites ici. Après cette première visite, le vétérinaire nous emmène au domicile d'un autre client au quartier Le Haut 2000, dont il affectionne particulièrement l'empathie développée vis-à-vis de son compagnon. Le chien, c'est un ami fidèle à l'homme. On ne souhaite pas la mort, mais il peut prendre aussi ta mort. Voilà, sinon bon. Et de plus, le chien, c'est un gardien. Il vous garde bien. Voilà à quoi ressemblent les journées de ce défenseur des animaux qui a fait de la protection animalière son cheval de bataille. Il y a un peu plus de 20 ans, Dr Nikabou a créé l'association togolaise de la protection animale à Topana, une organisation qui lutte pour faire changer les mentalités de la population sur l'importance du bien-être animal. La protection des animaux, selon moi, ça doit passer avant tout par la santé animale. Avant de protéger l'animal, il faut qu'il soit en bonne santé. Quand on fait la violence à l'animal, c'est comme si on faisait la violence à l'homme. Au Togo, comme dans bien de pays africains, il n'existe pas de refuge pour les animaux abandonnés ou errants. Mais Dr Nikabou voit déjà le verre à moitié plein. Pour lui, il y a nécessité d'intensifier la sensibilisation, surtout en zone urbaine, où les animaux de compagnie sont souvent victimes de toutes sortes de cruautés. Un chien qui erre, généralement, n'a pas de propriétaire. Donc c'est un chien qu'on ne vaccine pas, qui se parle comme ça. Si on mord un enfant, ouais, c'est un danger.
Voilà, donc ce serait très intéressant d'avoir des refuges. Oui, mais avoir un refuge chez nous aussi, ce n'est pas donné, hein, c'est très difficile. Ce n'est pas l'État qui va créer un refuge. C'est nous, en tant qu'ONG, qui pouvons créer un refuge. Mais pour cela, il faut vraiment beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens, mais pas que. À ce jour, le Code civil et pénal togolais n'aurait prévu aucune disposition en matière de protection d'animaux domestiques. Ici, seul l'être humain serait sujet de droit. Docteur Prié, il y a encore du chemin. Hein. Finalement, on n'est pas si mal loti que ça en Europe, en tout cas pour la protection animale. Ah non, ça c'est sûr. Effectivement, il y a énormément de lois qui protègent les animaux. Une donc, que j'ai citée tout à l'heure, le 30 novembre, qui est vraiment spécifique de la protection contre la maltraitance. Il y a énormément de lois et, la difficulté majeure est presque de faire appliquer des lois qui existent. Il n'y a pas besoin de fabriquer d'autres lois supplémentaires. On est plus dans l'application et je partage complètement l'avis de ce confrère. Parlons de prévention, parlons de travail en amont avant de remplir des refuges. Éduquons les propriétaires à leurs responsabilités, stérilisons, identifions, vaccinons pour éviter les maladies. Et effectivement, avant de se retrouver avec une surpopulation ou avec un animal malade qu'on ne peut plus assumer, voilà, c'est un discours bien qu'on essaye aussi de porter, de promouvoir depuis longtemps dans la profession, et les associations de protection animale le font également. Et là, vous trouverez toujours les vétérinaires pour ce qui est de la prévention, ça, il n'y a aucun problème. Docteur, souvent en Afrique, dans certains pays d'Afrique, la protection animale et le bien-être animal est confronté à la tradition, aux rites religieux et les animaux passent en second. Quel regard portez-vous là-dessus ? Comment faites-vous pour faire admettre à certaines personnes, parce que ça peut certainement arriver aussi et exister dans nos pays, comment faites-vous pour faire comprendre à quelqu'un qu'une vie reste avant tout une vie, qu'un rite religieux ou une tradition, c'est difficile de négocier des fois, non ? Alors, en France, hein, la législation, de toute façon, protège, enfin, en tout cas, interdit tout acte de cruauté, de mise à mort. Donc, on vient rarement nous voir, ou en tout cas, on a rarement affaire à des gens qui maltraitent, on va dire, de façon ouverte. Depuis la moitié du 19e siècle, on a caché de la vue la maltraitance. C'est vraiment quelque chose en Europe qui est banni. Après, faire comprendre qu'une vie est une vie, aujourd'hui, la théorie du lien est quelque chose qui se développe énormément. En l'occurrence, la théorie du lien qui dit que s'il y a maltraitance animale, il y a maltraitance humaine. C'est quelque chose qui est de plus en plus ancré, c'est quelque chose qui a été démontré depuis longtemps aux États-Unis, c'est quelque chose qui arrive en France et a été intégré également dans la nouvelle loi, puisque aujourd'hui, quand une association de protection animale a connaissance d'un phénomène de maltraitance volontaire dans une famille où il y a des enfants, elle est habilitée à faire un signalement au même service que peuvent le faire les enseignants lorsqu'ils ont une suspicion de violence familiale. Donc c'est quelque chose qui est établi, que lorsqu'on maltraite un animal, c'est qu'il y a une violence au sein de la famille et que cette violence peut aussi bien se porter sur un autre membre de la famille. Donc à partir du moment où on a intégré ça, si on ne prend pas cas de la vie d'un animal, pourquoi on prendrait beaucoup plus cas de la vie d'un autre être humain ? Je vais vous citer un exemple tout à fait dans l'actualité. Malheureusement, la dernière tuerie aux États-Unis avec ce jeune homme qui a abattu à Uvalde, au Texas. lycée. Exactement. Les photos ont été retrouvées dans ses affaires où il avait martyrisé en long, en large des animaux bien avant. Et ça fait partie des symptômes aujourd'hui qui sont utilisés systématiquement au niveau du FBI et autres polices qui surveillent des ados ou des gens qui sont en violence sur des animaux. Ils sont le premier signe annonciateur, c'est la première alerte d'un comportement qui peut être après déviant, voire même les serial killers. Souvent, ça commence effectivement comme ça. Alors, on arrive malheureusement. Ils les retrouvent rétroactivement. On arrive malheureusement au terme de l'émission. Si on veut vous soutenir pour Solidarité Vétérinaire Ukraine, comment on fait ?
Alors, si vous voulez soutenir Solidarité Vétérinaire Ukraine, eh bien, écoutez, il y a un site qui s'appelle vétérinaire-pour-tous.fr. Vous avez un lien vers Hello Asso et vous pouvez faire un don à la Fédération Vétérinaire pour tous. Je tiens à préciser que l'État participe aussi à cette action via des fonds du plan de relance, et c'est important, qui ont été débloqués l'année de lutte contre l'abandon. Mais ça fait beaucoup de travail et on a beaucoup de gens sur le coup et des secrétaires qui sont débordés. Plus elles seraient nombreuses, surtout pour elles, qu'effectivement, si on pouvait avoir un peu de fonds pour embaucher un peu plus de secrétaires, ce serait parfait. Le message est passé. Docteur Priet, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. C'était un vrai plaisir de vous rencontrer. Voilà, TLS Plus pour aujourd'hui, c'est terminé. J'aurai le plaisir de vous retrouver très vite pour un nouveau TLS Plus. En attendant, comme d'habitude, vous le savez, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. À très bientôt. Au revoir.